Un extrême gauchiste explique pourquoi il est passé du côté obscur de la farce, oui, de la farce politique, et pourquoi est-ce que il a quitté la LFI. Et ça alors c'est bizarre, vous allez vite comprendre quand il va décrire la LFI et l'ultra-gauche, vous allez vite comprendre de qui est-ce qu'il s'agit, vous allez très vite reconnaître ses protagonistes, vous allez très vite reconnaître leur petit catéchisme, leur petite bien-pensance, leur petit circle jerking, leur petit on se renifle tous ensemble dans la joie et la bonne humeur, tout nu dans la forêt, la plus loin nus des uns et des autres, parce qu'on est tous d'accord entre nous, et s'il y en a un qui n'est pas d'accord avec nous, c'est un méchant facho. Alors allons-y les amis, nous allons écouter notre ami Timéo, oui voilà Timéo, ça lui va très bien, qu'est-ce qu'il nous dit, comment est-ce qu'il nous le dit, et de qui nous parle-t-il au juste, et comment ces gens lui ont fait passer des vessies pour des lanternes pendant toute sa jeunesse, et on voit ça ensemble tout de suite. Ce qui est débile aussi, c'est qu'ils pensent être les révolutionnaires, ils pensent être subversifs, alors que tous les étudiants de la classe, ils sont sur Twitter, ils croient en woke. Et donc du coup en fait c'est juste une immense partouze de gens qui s'entresuent leurs idéaux, et donc du coup ça a pas de sens. Ah oui, une immense pas plus loirtouze qui s'entresuce, voilà, je vous laisse imaginer la petite scène, effectivement, c'est El Famoso Circle Jerk, on est tous d'accord ensemble et on forme une grande ronde de bisounours où on s'entresuce ensemble. Et c'est toujours plus de compétition victimaire, toujours plus de « Ah mais je suis désolé, t'es quand même une femme métisse qui vient de Neuilly-Plaisance, la vie est compliquée », tout ça cumulé, ça faisait que, en fait c'est juste pas intéressant de voir des gens qui sont tous d'accord entre eux. Y a même pas de débat. Ouais, on parle bien des mêmes, c'est une grande réunion, ce sont des grands goûters de LFistes avec des gens qui sont tous d'accord avec eux et qui n'ont qu'un seul but, c'est la compétition. Ah parce que oui, même s'ils sont dans genre je me déconstruis, je suis un homme déconstruit, ce sont des gens, détrompez-vous, ce sont tous des gens ultra compétitifs, sauf que la compétition à laquelle ils participent tous, ces petits ultra-gauchistes, c'est la compétition victimaire et surtout la compétition de vertu morale, je suis plus vertueux que toi, non c'est moi, regarde, c'est moi qui pratique le plus la génuflexion envers les petites minorités. J'ai 19 ans, je suis né à Paris et j'ai grandi en Seine-et-Marne. Je suis actuellement étudiant en L2 dans une université de sciences humaines. Voilà, toutes mes condoléances, il est resté en L2 en sciences humaines, peut-être que maintenant qu'il a viré à droite, peut-être qu'il va faire un truc un petit peu plus utile. Pour expliquer pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui se détournent de la gauche et qui commencent à adopter des points de vue dits droitards. Donc du coup, je suis issu d'une famille, on est français de souche, entre guillemets, même si le terme peut gêner, ma famille est française sur genre les 1000 dernières générations. Mes parents, d'une manière générale, sont ce qu'on appelle des boomers, et du coup, ils ont pris de plein fouet. On a trouvé le français de souche originel sur 1000 générations. Plein fouet, le gramisme de la gauche hippie, en gros. Donc du coup, il y avait quand même certaines idées qui étaient restées. Après, mon père est un médecin qui travaille sur le terrain depuis maintenant une trentaine d'années, donc il a eu le temps de se confronter à la réalité des banlieues françaises et puis d'assimiler certains trucs. Ma mère est restée vachement dans le délire socialiste et tout. J'ai commencé à me politiser quand j'ai... Son père médecin a eu le temps d'assimiler certains trucs, c'est-à-dire il a eu le temps d'assimiler le réel qu'il a vu de ses yeux vus. Et même si la caractéristique de la gauche, c'est que même si vous leur mettez le nez dans leur caca, que même si vous leur mettez le nez dans le réel et dans le 93 et dans la Seine-Saint-Denis, ils sont toujours mordicus dans le déni, même si vous leur dites que là, l'agresseur au couteau qui a agressé 3 femmes dans le métro, là, il y a quelques jours, c'est un Malien, je suis désolé. Non, c'est un Français, oui, je vous le dis, il s'appelle Aboubacar, c'est un Malien, mais il est français parce que on lui a donné ses papiers trop tard, Nicolas, c'est un Français. Voilà, ça s'appelle le déni, ce qui signifie, entre autres, que son père a un certain niveau d'intelligence pour avoir su faire la part des choses. Je disais quand j'avais environ, à mon entrée au lycée, donc j'avais entre 14 et 15 ans, et puis j'ai commencé à tomber dans le piège qui dit que la gauche c'est gentil et que la droite c'est méchant. Encore une fois, dans la culture, on l'a vu plein de fois avec les chanteurs qui disent qu'il faut être de gauche, Yannick Noah, et j'en parle pas des autres. Oui, manichéisme, donc le fameux paradigme manichéen que veulent vous imposer les gauches hystériques. Et donc du coup, vu qu'à cet âge-là, on a plutôt des idées dites extrêmes, je me suis plutôt engagé dans les extrêmes. Donc j'étais à fond chez la France Insoumise, je me définissais communiste, j'étais là pour tacler du facho. C'était l'âge en fait, et puis je me posais pas de questions, je remettais pas en cause la vérité qu'on me donnait parce que pour moi c'était forcément vrai. Oui, il ne se posait pas de questions, c'était forcément vrai. D'ailleurs, quand vous interrogez, vous savez là, les micro-trottoirs des gens qui demandent à des petites lycéennes, des petites Vanessa, c'est quoi un facho, c'est quoi le programme du RN, erreur 404, elle parle chinois, et là c'est exactement pareil. D'ailleurs, c'est Raphaël Enthoven qui avait dit que la LFI c'est un mode de pensée pour adolescents. Et bien là encore, une preuve qui vote LFI à part les arbres et les noix, voilà, c'est le genre de profil. J'allais aux apéros de la France Insoumise,
Je militais sur Facebook, j'ai un ami, c'était un témoin de Jéhovah. Il appelait Les fameux apéros où tout le monde se caresse et tout le monde dit « tu as raison, je suis d'accord ». les gens directement et il disait « Bonjour, vous avez entendu parler du programme du camarade Jean-Luc Mélenchon parce qu'il est vraiment très gentil ». Donc c'était une forme de militantisme qui était vraiment agressive et moi j'étais totalement là-dedans parce que je me sentais appartenir à une communauté et à une forme de révolution, même si c'était une grosse blague au final. Et voilà, mode de pensée pour adolescents, c'est en se rebellant et en faisant la révolution que l'on se sent exister. Et pareil, hein, est-ce que vous êtes déjà tombé sur la fameuse religion, les témoins de Mélenchon ? J'ai commencé à remettre en question l'idéologie qu'on me donnait quand je me suis rendu compte que la gauche se soumettait à des luttes identitaires et communautaires qui n'étaient pas nécessaires en France. C'est les fameux camps d'été décoloniaux. Donc quand on a commencé à discriminer une population en fonction de sa couleur de peau, en l'occurrence les blancs, je me suis dit « mais c'est du racisme ». Et on m'a répondu « non, c'en est pas, parce que mâle blanc, hétéro, cis privilégié, ta gueule ». Ça n'est pas du racisme, le racisme anti-blanc n'existe pas. Quelqu'un vous traite de sale blanc, laissez-le faire. Ça n'est pas du racisme et il a le droit parce que lui, c'est une pauvre petite minorité opprimée et donc sur l'échelle de l'oppression et sur cette espèce de hiérarchie des victimes, vous, en tant que mâle hétéro, cis, blanc, là, européen, je sais pas quoi, français de souche, sur 1000 générations, vous êtes tout en bas et tout en haut. Alors je sais pas ce qu'il peut y avoir tout en haut, il peut y avoir une espèce d'Aya Nakamura qui est en même temps femme, en même temps noire, et elle a tout le totem d'immunité, elle a le Niga Pass, elle a le totem d'immunité de je fais ce que je veux, et lui en revanche, voilà, comme il le dit, à LFI, ils lui ont dit ta gueule, c'est pas du racisme. Du coup, je me suis dit, attendez, sous prétexte que je suis la norme ici, je devrais m'excuser. Donc du coup, j'ai commencé à comprendre qu'en fait, c'était surtout des idéaux qui étaient totalement acquis aux causes néolibérales, dans le sens du on défend sa petite communauté, sa petite personne, son petit espace. Et il y a 20 ans, on avait déjà Ouria Boutelja qui était là, machin, les sous-chiens. Aujourd'hui, on a Rocaille Diallo, dans 20 ans, on aura pire. Donc tout ça cumulé, en fait, toutes ces luttes identitaires et communautaires m'ont fait me dire que la gauche n'était pas la solution. Puis ensuite, j'ai ouvert les yeux parce que j'ai commencé à avoir une pensée critique, et je me suis rendu compte que tout était une vaste blague, en fait. Et que c'était aussi à cause de Mitterrand qu'on en était arrivé là. Je donne une citation. Oui, le fameux Mitterrand. Ça alors, je me suis mis à avoir une pensée critique, je me suis mis à remettre les choses en question, et j'ai découvert que tous ceux qui veulent remettre les choses en question, c'est-à-dire la gauche, êtes-vous vraiment un homme, êtes-vous vraiment une femme, ce sont les gens, très précisément, qui ne se remettent jamais en question. C'est Roosevelt, je pense, qui disait « Les fascistes d'aujourd'hui vont s'appeler les antifascistes, les antisepticismes à la limite de la religion, à la limite du religieux, vont s'appeler les sceptiques, justement. » Et là, encore une preuve, par témoignage, bien sûr, mais à n'en point douter, que vous reconnaissez les personnages dont on parle. D'un idéologue qui est, je pense, apprécié ici, on ne crachera jamais assez sur la tombe de Mitterrand. C'est à cause de lui qu'on en est ici, entre guillemets. Je pense qu'un des déclics aussi que je pourrais citer, c'est de la vidéo d'Usul sur l'islamophobie. Il n'y a pas plus victimisation chouineuse. L'argumentaire de la vidéo était très très mauvais. Et même moi, à cet âge-là, je réussissais à m'en rendre compte. Du coup, je me suis dit, mais en fait, ces gens sont des menteurs, ces gens sont des traîtres. Ces gens sont des menteurs. Tiens, d'ailleurs, on va peut-être... Est-ce que vous voulez que j'analyse la vidéo d'Usul ? Dites-le moi en commentaire. Non, ces gens sont des traîtres. Et j'avais pas envie d'appartenir au camp des menteurs et des traîtres. Il y a les cours où les profs restent neutres, et donc du coup on peut apprendre et discuter du cours tous ensemble. Ah oui, à votre avis, si on se... Alors, petit point Godwin, désolé, mais si on se retrouve dans les années 40-45, à votre avis, qui va trahir son voisin en France, à Paris, là, en 43-44, pendant l'occupation ? Voilà, prenez un menhir, prenez Jean-Marie Le Pen, et prenez juste à sa droite Jean-Luc Mélenchon, ou alors non, mieux, Antoine Léaumont. Voilà, prenez le menhir et Antoine Léaumont, entre le menhir et Antoine Léaumont, à votre avis, qui va trahir l'autre, qui va trahir son voisin de palier ? Dites-le moi en commentaire qui sera le méchant collabo. Pour le coup, ça c'est des vrais moments de plaisir. Et il y a les cours où les profs font leur propagande. Quand on demande pourquoi, il y a Eric Fassin qui répond, science sociale. C'est tout. Ils ont la vérité et vous avez tort. Ils ont la sciences sociales, donc petit argument d'autorité, j'ai fait des sciences sociales, oui, tu as fait des sciences molles, merci de trahir ton inanité intellectuelle. Vertu de nous, on a fait des recherches en sciences sociales, mais attendez, moi aussi je peux faire des recherches en sciences sociales si je veux. Concrètement, c'est à la portée de tout le monde. Donc du coup, ces gens sont dans l'idéologie. Vous voulez faire des sciences sociales, lisez Orwell, lisez Henri Laborie, lisez, mais surtout, n'allez pas à des cours de sciences sociales, ça ne sert à rien, c'est du bourrage de crâne. Et moi d'ailleurs, je me rappelle, parce que vous le savez, j'ai aussi fait un petit tour dans ma jeunesse à la fac, il a suffi d'une année à la faculté pour qu'on me parle du méchant Trump durant les élections alors c'était pas 2020, c'était 2016 je crois, voilà, propagande, avec vos impôts bien sûr, et il disait... Tous ces gens sont dans l'idéologie dominante, ils ont raison, vous avez tort, c'est comme ça. Voilà.
Et ça, manichéisme, ils ont raison, vous avez tort, ça ne sert à rien de discuter avec un gauchiste. Hein. Vous l'avez vu quand je vous ai parlé là de mon tweet viral sur Twitter, je vous l'ai dit, hein, j'ai bien insisté, je n'ai pas lu une seule, je dis bien pas une seule réponse de ce tweet. Pourquoi ? Parce que déjà, pourquoi répondre aux haters ? Pourquoi perdre du temps de vie à lire leurs réponses alors que je pourrais faire quelque chose de tellement plus excitant, ranger mes chaussettes par exemple, et surtout parce que je sais que en fait Twitter c'est piégeux, hein, évidemment. Elon Musk, c'est dans son intérêt que vous discutiez entre droitards et entre gauchistes, sauf que ce sont des dialogues de sourds. Vous ne convaincrez absolument personne et certainement pas un gauchiste. Donc si on vous met le couteau sous la gorge et que vous devez absolument répondre à un gauchiste, dites-lui oui, tu as raison et j'ai tort et au revoir. Voilà, c'est tout ce que vous pouvez lui dire. Les luttes progressistes, au-delà du nivellement par le bas, c'est ça. Dans ma fac, les profs en parlent en permanence, c'est toujours une vision de la société avec un rapport oppresseur-oppressé. Voilà. Donc, vous voyez là à quel point, dans une sorte de millefeuille paradigmatique, on enchaîne le manichéisme. Oppresseur, oppressé, victime, bourreau, méchant, gentil, chevalier de Jedi, seigneur Sith. Et la gauche l'a très bien compris parce que, alors déjà, évidemment, la fameuse technique diviser pour mieux régner de Nicolas Machiavel, bien sûr. Hein, vous devriez lire ça aussi, Nicolas Machiavel. Vous comprendrez certainement beaucoup de techniques sur les politiques. Hein, c'est un must-have à lire, mais surtout, il y a une technique qui est en vogue actuellement dans la classe politique, c'est le bully victime, c'est-à-dire c'est un bourreau qui se fait passer pour une victime. Regardez les néo-féministes, regardez les woke, et bien la stratégie par laquelle ils s'assurent d'occuper toujours le devant de la scène médiatique et de s'assurer d'être toujours omniprésent partout, tout le temps, consiste à affirmer, à expliquer aux téléspectateurs qu'ils sont invisibilisés. Et voilà, ça s'appelle le victime bullying, je suis invisible, alors permettez-moi d'être présent partout, tout le temps. Je suis une victime, alors s'il vous plaît, abouez le fric. Ouais. Si vous avez de la chance, vous êtes un oppressé, et si vous en avez pas, vous êtes un oppresseur. Donc évidemment, je suis encore une fois le mâle blanc hétéro cis. Si vous êtes blanc, vous êtes un oppresseur. Cis, machin, bidule. En fait, concrètement, non. Les choses peuvent pas marcher comme ça parce qu'on peut pas inventer un coupable imaginaire à toutes ces causes en transposant des problèmes personnels, en les faisant passer pour des faits sociaux et dire « Ah bah tiens, on a un coupable à exterminer ». Parce qu'il y a beaucoup de haine derrière ça aussi, je pense. Et en fait, l'idéologie de la gauche repose majoritairement sur une appréciation vulgaire et grossière du réel, parce que les esprits d'élite débattent sur les idées, bien sûr, et les esprits médiocres débattent sur les personnes. Et sur quoi débat la gauche ? Eh bien, sur le fait que vous êtes un blanc, vous avez tort, vous êtes une petite minorité oppressée, vous avez tort aussi, mais moi, petit LFI, qui suis d'ailleurs aussi en grande majorité un mâle blanc ou une femelle blanche, cisgenre française de souche, hein, comme la mère Soudé par exemple, eh bien en revanche, toi petite minorité, je vais t'instrumentaliser, je vais te faire ma chose, et ne t'inquiète pas, bravo Aboubacar, grâce à toi je vais être la plus gentille des bisounours. Mais j'avais une professeure pendant un semestre de ma deuxième année de licence qui était là pour l'idéologie. On avait une matière qui s'appelait Géographie des Nords, qu'on aurait pu appeler socio-gauchisme ou bien pensance industrielle, ou simplement le marxisme pour les nuls en fait. Et chaque cours, c'était une nouvelle lutte de victimes opprimées, selon ses définitions. Donc d'abord, il y avait les femmes, puis ensuite les homosexuels, puis ensuite les transgenres, puis ensuite les noirs, puis ensuite les musulmans. Ah ouais, il y avait aussi un module sur ça, c'était sur les chicanos. En fait, c'était un cours, voilà, je suis allé à un seul cours de ce truc-là, je sais même plus comment est-ce que ça s'appelait, mais c'est un petit peu, le gauchisme pour les nuls, et après, pendant tout le semestre, j'y suis plus retourné, parce que ça me faisait chier, et je suis quand même allé au partiel, et le sujet des partiels, c'était, vous ferez une dissertation sur à quel point les femmes chicanos étaient victimes, enfin bon bref. Musulmans. Et à chaque fois, on était dans le « Oh mon Dieu, ces personnes sont opprimées, oh mon Dieu, on doit s'excuser pour elles et ramper ». Je le dis comme ça, jamais je m'excuserai de ce que je suis, parce que je suis quelqu'un de droit dans mes baskets. La gauche, c'est excusez-vous de qui vous êtes, en substance, c'est-à-dire ils attaquent bel et bien les personnes et non pas vos idées. Il y a des gens de ma fac que j'aimerais que la France redevienne la France. En fait, la gauche, mon petit Timéo, mais en fait, la gauche, quand vous y réfléchissez bien, c'est un énorme red herring, c'est un énorme écran de fumée, c'est un énorme détournement d'attention idéologique à l'échelle d'un parti et même, en fait, à l'échelle d'une idéologie politique. Puis le facho, donc à partir de là, il n'y a plus de discours possible. D'ailleurs, c'est toujours les gens qui fuient le débat. Une fois, j'avais démontré à un mec pourquoi est-ce que le racisme anti-blanc était une réalité et pourquoi est-ce qu'il disait des conneries. Il a boudé, il est parti.
Ces gens fuient le débat en fait à chaque fois parce qu'ils savent qu'ils ont tort. Je pensais pas être... Alors, ils ne fuient pas nécessairement le débat, mais ils évincent le débat. Et comment évincent-ils le débat? Eh bien, facho, voilà. Facho, Hitler, tu es un gros méchant. Et donc, nécessairement, comme tu es le méchant, eh bien, c'est moi le gentil. Et donc, comme je suis le gentil, donc effet de halo complètement virtuel et superficiel, hein, complètement théorique, comme je suis le gentil, eh bien, c'est moi qui ai raison. non plus le seul à remettre en cause tout ce qu'on disait, par contre j'étais le seul à le faire publiquement. C'est-à-dire qu'il y avait ceux qui étaient pas d'accord mais qui laissaient courir parce qu'ils étaient là pour avoir leurs examens. Moi j'ai un sale défaut, je supporte pas qu'il y ait des gens qui disent des conneries, je supporte pas qu'il y ait des gens qui se trompent en fait. C'est peut-être un sentiment chrétien qui fait qu'on a envie d'aider les gens, mais concrètement, je remettais en question ce que disaient certains profs parce que je me disais, c'est juste pas possible. Et donc du coup c'est pour ça que je me fichais auprès de certains et que j'étais el famoso facho. Concrètement, que ce soit le camp que vous détestez ou le camp que vous admirez, remettez toujours en question ce qu'on peut vous dire, faites-vous toujours votre propre avis, et n'ayez jamais peur du jugement des autres. Ayez un esprit critique, ne mentez ni à vous ni à vous-même, et si vous êtes trop lâche ou alors trop flemmard pour exposer vos idées, taisez-vous. Taisez-vous, voilà. Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi. Si ce que tu as à dire, Manu, hein, vous savez, n'est pas plus doux que la baisse de la dépense publique, alors tais-toi. Et c'est ainsi que Timéo est devenu le loup blanc de sa fac. Mais au moins, il a gagné sa dignité et il a la tête sur les épaules. Et comme il l'a dit, eh bien, vous devez, vous aussi, faire valoir vos idées. Alors, pas forcément idéologiques ou politiques, non, mais c'est-à-dire faire valoir, défendre vos idées, défendre ce que vous avez à dire, savoir exposer, transmettre vos idées, votre message, ou alors votre expertise, hein, par exemple, votre domaine d'expertise. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, d'autres personnes le feront à votre place et ils occuperont le devant de la scène, voilà, a fortiori les LFI par exemple, pendant que toi, tu resteras un jour de plus méprisé et ignoré dans l'ombre avec tes idées. Et c'est pour cela, vous le savez, eh bien que pour démarrer 2026 d'un bon pied avec vous et vous accompagner dans votre transformation, t'accompagner dans ta transformation, il y a Prends la parole, prends le pouvoir et pouvoir persuasif qui vont te permettre de vendre tes idées, d'augmenter ton impact sur le monde et d'augmenter ton pouvoir de persuasion justement. Tout ça c'est en description et en commentaire, donc tu as droit à moins 75% sur ces programmes jusqu'à la fin de cette semaine. Tout est en description et en commentaire. Et maintenant c'est à vous de me dire ce que vous pensez de ce discours, les amis. Je pense qu'il a parfaitement bien compris le système de pensée de la LFI et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça c'est une autre histoire.